Dans les régions à hiver doux où les gelées dépassent rarement les -5 degrés, les mois d'octobre, de novembre sont une très belle période pour réaliser plusieurs semis, plusieurs plantations qui vont passer l'hiver dehors et qui vont nous offrir des récoltes précoces dès le printemps prochain. Et pour les autres régions qui ont droit à un hiver assez rude, je pense au nord de la France, aux régions montagneuses, il faudra attendre la fin de l'hiver pour réaliser les semis, les plantations que nous allons voir, ou sinon vraiment bien les protéger en les cultivant sous serre ou sous tunnel de protection. C'est une culture que je fais chaque année parce qu'elle est croquante quand elle vient du potager. On peut même cuisiner les cosses en velouté, ce qui en fait au final une culture assez nourrissante. Et puis par la suite, les plants de fèves qui fournissent une sacrée biomasse pour nourrir le sol de notre potager. Elles résistent facilement à des bonnes gelées. Elles pourront ici sans problème passer l'hiver dehors. Alors je commence à semer quelques graines. Je ne me presse pas trop non plus parce que si on sème trop tôt, les plants vont faire des fleurs avant l'hiver et les fleurs ont plus de chances de geler, ce qui compromet la récolte au printemps prochain. Toujours les mêmes clés de réussite, avoir un sol bien meuble, bien humide. Inutile par contre qu'il soit enrichi en azote notamment puisque la fève est une légumineuse et elle se débrouillera très bien même dans un sol assez pauvre. Ici j'ai rajouté du compost végétal, du sable pour continuer à alléger mon sol trop argileux pour améliorer la fertilité physique de mon sol. Et puis en avant pour deux belles lignes de fèves espacées d'une quarantaine de centimètres. Et les graines, elles, je les espace de 10 cm environ. Les petits pois sont séparés en deux belles familles, les petits pois à grains ridés et les petits pois à grains lisses. Et ce sont ces derniers que je vais semer cet automne parce que les petits pois à grains lisses supportent mieux les petites gelées, supportent mieux de passer l'hiver dehors. Comme les fèves, c'est une culture que j'adore au potager. C'est vrai qu'on est parfois déçu de ne pas en avoir assez. Alors il faut vraiment semer à la folie pour espérer avoir des quantités assez suffisantes. Mais vraiment, chaque grain récolté du potager est délicieux et super croquant et très sucré. Alors comme les fèves, c'est une culture dont je ne me passe jamais au potager chaque année. Je sème assez serré, assez dense. Je trouve que cette culture supporte bien un semis assez dense. Et puis je fais deux lignes assez rapprochées et je vais ensuite mettre un tuteur entre ces deux lignes, un grillage par exemple, pour que les plants puissent s'y accrocher. Cette année, j'ai fait une très belle récolte d'ail rose que j'avais semé à la fin de l'hiver. On en mange à cette saison tous les jours, une belle gousse dans la vinaigrette pour la salade. C'est vraiment très bon, très frais et en plus, il paraît que c'est rempli de bienfaits pour la santé. À cette période de l'année, octobre, novembre, c'est une période idéale pour planter les deux autres variétés d'ail, l'ail blanc et l'ail violet. Je prends toujours des têtes d'ail certifiées que l'on trouve dans toute bonne jardinerie, mais vous pouvez très bien faire aussi avec de l'ail que vous trouverez dans le commerce. Je prends le temps de bien préparer mon sol, il a terriblement souffert avec ces 4 mois maintenant de sécheresse, alors je prends le temps de l'humidifier, de bien l'ameublir. Et puis je rajoute un peu de sable, un peu de compost pour là aussi continuer à améliorer la fertilité physique de mon sol. Je réalise de légères butées pour que l'ail soit vraiment dans un contexte bien meuble et puis que les éventuels excès d'humidité de cet hiver puissent s'évacuer facilement. Je me souviens avoir entendu un proverbe qui disait que l'ail ne devait jamais être enterré mais simplement recouvert de terre. C'est pour dire à quel point l'ail doit être dans un contexte le plus meuble possible pour que la tête d'ail puisse se développer au mieux. Tout comme l'ail, le sol est bien préparé, bien humidifié, bien allégé avec du compost, du sable et puis de légères butées pour que l'oignon soit vraiment dans le contexte le plus meuble possible. Et puis en avant, pour une plantation, tous les 10-15 cm environ, sur des lignes, elles aussi, assez resserrées. Je me sépare d'un vieux pied d'artichaut. C'est impressionnant d'ailleurs de voir à quel point il a fait un tronc
épais quand on pense que tout ça, ça part d'un petit plant ridicule, d'une graine même à l'origine. Et d'arracher ce plant, j'en profite pour récupérer ce qu'on appelle des petits œilletons, des petits plants qui sont accrochés à la base du plant mère. On les voit bien ici à l'image. Le tout, c'est de récupérer des œilletons avec un minimum de racines pour pouvoir ensuite les transplanter ailleurs en pleine terre. Avec un seul pied mère, on peut récupérer jusqu'à 10 œilletons. C'est vraiment une opération gratuite de démultiplication. D'un seul pied, on peut en générer une dizaine d'autres. Alors j'ai gardé 5 œilletons, les plus beaux, et je les transplante ailleurs dans le potager pour avoir de belles récoltes le printemps prochain. On adore les artichauts tous les 4 dans la famille et on en aurait mangé plus cette année. Alors je passe à 7 plants au total sur le potager. Je vais trouver la place. Et puis au contraire, on a des cultures où on a eu beaucoup trop de récoltes. Je pense par exemple aux courgettes. Et là au contraire, on avait 7 plants cette année. Et l'année prochaine, je passerai à 3, 4, 5 plants maximum. Cet automne, je continue de préparer les parcelles pour espérer avoir encore et toujours un sol qui s'améliore saison après saison. Sur celle-ci, je continue d'améliorer la fertilité physique en enlevant les plus gros cailloux, en ajoutant du compost végétal, en ajoutant aussi un peu de sable. Et suite à ma récente visite à la ferme de Cagnols, j'en retire surtout l'importance d'avoir une épaisse couche de matière organique pour donner vie au mieux à son sol potager. Alors faute d'avoir assez de broyat végétal disponible sur mon terrain, je suis allé en chercher à la déchetterie. Il y en a en permanence de disponibles pour ceux qui en veulent. Ce sont tous les déchets de la commune qui sont broyés et comme la commune n'a plus le droit d'utiliser des pesticides, c'est assez rassurant et je pense que ces déchets sont quand même relativement très sains. Je ramène une bonne remorque bien remplie à la maison et je mets tout ça sur cette parcelle, une bonne couche épaisse d'au moins 20 cm sur un sol qui est bien humidifié, bien allégé avec du compost, du sable, du fumier. Ce qui fait tout de même des apports bien conséquents cette année, notamment sur cette parcelle. Et puis on verra là aussi au printemps prochain le résultat. Récupérer du broyat végétal ou du compost végétal à la déchetterie, ça pose toujours la question de la qualité de ces résidus végétaux. Est-ce qu'il n'y a pas des résidus éventuels de pesticides? Et puis parfois aussi on y trouve des déchets autres que les végétaux, des bouts de plastique, des bouts de ferraille. Alors rien de mieux que de valoriser, que de recycler ses propres déchets végétaux quand on a la chance, j'ai envie de dire, d'en avoir sur son propre terrain, ce qui est le cas. Ici, j'ai un terrain très arboré avec notamment beaucoup de haies. Alors je refais du broyat maison parce que vraiment de voir à quel point c'est bénéfique pour le sol, autant s'en donner la peine. Bon par contre, autant le dire de suite, il faut beaucoup de quantité à broyer pour avoir une belle quantité au final de broyat. Pour ce petit tas là que vous voyez sous les yeux, il a fallu presque l'équivalent d'une remorque à broyer. Et puis il faut aussi du temps avec ce broyeur électrique que j'ai, c'est un broyeur à turbine, des petits couteau qui tourne et qui broie les branches quand on les met dans le broyeur. Et bien avec ce broyeur, il m'a fallu bien 1h30. Mais bon, c'est déjà quand même une belle quantité qui va me permettre de pailler sur 10 voire 20 cm l'équivalent de 2-3 mètres carrés. Alors ce broyeur électrique, rien à voir avec un broyeur à essence. Avec un broyeur thermique, je mettrai 3 fois moins de temps. Mais c'est toujours une histoire de compromis. Un broyeur thermique, c'est 3 fois plus de bruit et mes voisins en seraient moins satisfaits. Et puis aussi, c'est 3 fois plus cher. Alors pour l'instant, tant que mon broyeur électrique fonctionne, je fais avec. Tant pis s'il faut que j'y passe un peu plus de temps. Et j'essaierai peut-être 1 à 2 heures par mois de broyer l'ensemble de mes végétaux que je peux avoir sur le terrain, que ce soit des branches d'olivier, toutes les tailles des haies qui bordent mon terrain. Et ça me fera tout de même quelques mètres cubes qui vont me permettre de pailler une bonne partie des parcelles de mon potager. Que ce soit une partie de mon broyage, que ce soit les restes de plants végétaux que je continue d'arracher au fur et à mesure du potager, que ce soit aussi les tontes de pelouse, les déchets de cuisine. Je mets tout ça dans mon bac à matière organique. La finalité n'est pas forcément de composter ces matières organiques, mais vraiment de les mélanger, de les diversifier au maximum. Et puis dans les semaines à venir, durant tout cet automne, cet hiver, j'apporte tout ça à mon sol potager. J'incorpore légèrement sur les premiers centimètres. Et puis le but est vraiment, encore et toujours,
d'enrichir, d'améliorer les 3 fertilités clés du potager, fertilité physique, biologique et chimique. Les toutes dernières courges butternut sont récoltées maintenant. Les derniers haricots aussi que je récolte en arrachant les plants, ou plus exactement en les cisaillant à leur base. Je laisse les racines dans la terre pour nourrir le sol. Les dernières betteraves aussi qui sont arrachées. Les premières salades qui arrivent et qui remplacent les salades de tomates, ça tombe bien parce qu'avec les températures qui baissent, on a moins envie, je trouve, de manger des tomates et au contraire, on a de plus envie de consommer de la bonne salade fraîche du potager. Les dernières pommes de terre aussi, oubliées dans le sol du potager, elles germent à cette période de l'année, ce qui fait que je les repère facilement, je tire dessus et me voilà avec un cajot supplémentaire de belles récoltes de patates. Les dernières patates douces aussi que j'arrache au fur et à mesure, elles auraient aimé être 2, 3, 4 fois plus grosses, mais avec cet été le plus chaud et le plus sec de l'histoire de tous les relevés météo, c'est déjà presque un exploit, ou en tout cas c'est déjà une belle récompense de récolter ces portions qui vont déjà bien nous nourrir durant tout cet automne, tout cet hiver. Les blettes, elles, se régalent des températures maintenant bien plus clémentes, tout comme les épinards. Et enfin des kakis, des jolis fruits qui bordent le potager. J'ai planté plusieurs fruitiers il y a maintenant 4 ans déjà, et clairement c'est la plus belle année de récolte, que ce soit les pommes, les poires, les abricots et surtout les kakis. Il y a une belle centaine de fruits sur cet arbre. Finalement le potager est encore bien nourricier en cette fin octobre, mais bon, vous avez bien deviné qu'on commence à bien ressentir la fin de la pleine saison. On se retrouve très vite dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison, le dernier hebdo, après 8 mois à partager notre passion commune. Merci encore et toujours pour votre fidélité à la chaîne. Cet hiver, je ne vais pas disparaître pour autant, j'en profiterai pour traiter des thématiques, notamment des cultures, que ce soit les courgettes, les aubergines, les carottes, les artichauts et d'autres sujets encore. Je vous souhaite 2 très belles semaines, portez-vous bien, jardinez bien et puis à dimanche dans 15 jours. Ciao ciao!